Maintenant, on va aller vers les situations sanitaires exceptionnelles, le briefing, débriefing, et puis nous avons quand même une experte dans cette thématique avec Véronique Delmas, qui est de Le Mans. À chaque fois que je dis du Mans, moi je me fais alpaguer par mes collègues locaux qui me disent non, non, pourquoi tu es c'est à Le Mans. Vous venez de à Le Mans. De Le Mans. Et donc, vous avez beaucoup travaillé, en particulier sur les référentiels de 2022 entre l'ASFAR et puis la FHF. Donc, vous avez été même un pilier de 2 de ces recommandations, comme quoi j'ai tout lu jusqu'au bout. Et voilà, donc votre expertise va nous être très utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation, du coup, pour pouvoir parler d'une thématique qui m'est chère, qui sont les facteurs humains. Alors, la commande, c'était les facteurs humains en situation exceptionnelle, ce qui rajoute un petit peu de défis, d'autant plus dans un temps restreint. Donc, on va essayer de relever ce challenge. Hop, je me présente, du coup, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Par contre, clairement, vous allez voir, j'ai des liens d'intérêt, puisque toutes mes activités sont en lien avec les facteurs humains. Tout d'abord, je suis directrice d'un organisme de formation où je fais de la formation aux facteurs humains. Donc là, clairement, il y a un lien d'intérêt. Deuxièmement, je suis médecin urgentiste, et donc dans mon activité quotidienne en tant qu'urgentiste, je côtoie les facteurs humains et j'en suis parfois victime ou parfois, au contraire, contente. Je suis également formatrice en simulation et responsable du centre de simulation où je forme les professionnels soignants sur les compétences non techniques, et vous allez voir, c'est la thématique des facteurs humains. Et enfin, je suis membre du conseil d'administration de l'association Facteurs Humains en Santé depuis maintenant 2 ans. Quand on parle facteur humain, souvent pour la plupart des gens, c'est une grande nébuleuse. Souvent on me dit mais en fait tu fais quoi dans la vie? Ok, tu es médecin, mais facteurs humains, ça consiste en quoi? Parce que je ne comprends pas vraiment. Moi quand j'ai découvert les facteurs humains, c'était au DU de simulation, donc il y a maintenant quelques années, et ça a été pour moi une révélation. C'est-à-dire j'ai eu l'impression qu'on m'avait ouvert une boîte magique, et ce qui est génial dans cette boîte magique, c'est qu'il n'y a pas de fond, et c'est un domaine infini où en fait on peut aller explorer, et donc on peut partir en voyage en permanence tous les jours et essayer de redécouvrir des nouvelles planètes, des nouvelles étoiles, des nouvelles galaxies. Et je vais essayer de vous faire voyager dans cet espace avec un temps restreint, donc forcément on ne va pas partir aussi loin que tout ça. Malgré tout, on va quand même partir en voyage, et donc on va commencer avec attacher notre ceinture pour pouvoir poser un petit peu des définitions parce que c'est essentiel. On partira sur une destination précise et j'ai choisi, pour vous, parce que je ne pouvais pas vous parler de tous les facteurs humains, donc j'ai choisi la prise de décision et les biais cognitifs, et donc on fera des liens avec notamment le domaine de l'incertitude de tout à l'heure. Et puis en fait, comme tout voyage, on finira avec quelques souvenirs parce que l'idée c'est que vous puissiez repartir avec des souvenirs dans votre bagage. Vous pouvez, comme on l'a évoqué hier, essayer de repartir dans votre calme intérieur avec une petite inspiration et puis une longue expiration, puisque je vous demanderai pendant le topo un petit peu d'engagement de votre part. Alors, la première chose, on va attacher nos ceintures et donc on va partir sur les définitions. Alors, je vous rassure, je ne suis pas neuroscientifique, je ne suis pas professeur en neurosciences, et donc j'essaye de décomplexer un petit peu la définition des facteurs humains et de faire quelque chose de beaucoup plus simple. J'aime bien faire la référence avec la galaxie et finalement de se dire que les facteurs humains, c'est une grande galaxie, et une galaxie, c'est composé de plein de choses. La première chose, c'est le milieu interstellaire, tout ce qui va être les poussières, les gaz. Et bien ça va être nos composantes, nos caractéristiques individuelles comme la fatigue, le stress, ma cognition, qui vont faire que je suis un être humain et que je travaille en permanence avec ces caractéristiques-là. Une des définitions, alors les facteurs humains, c'est une discipline en soi, mais une des définitions moi, que j'aime bien, c'est que finalement, les facteurs humains, c'est toute composante humaine qui va interagir et qui va impacter une performance. Et on le verra, c'est à la fois en bien comme en moins bien. La deuxième chose dans une galaxie, c'est qu'on va avoir des étoiles et des planètes. Et moi, j'aime bien faire le lien avec les compétences non techniques. Je vous ai dit qu'une de mes caractéristiques, par exemple, c'est le stress en tant qu'humain. Et une compétence non technique, ça va être de pouvoir gérer le stress. Et enfin, les troisièmes composantes, c'est le gouffre gravitationnel ou le trou noir supermassif. Finalement, c'est les situations exceptionnelles. C'est la SSE, par exemple. Et ça va être les compétences non techniques qu'on va mettre en application dans ces situations de crise qu'on appelle les Crisis Resource Management ou CRM. Donc on va parler un petit peu de tout ça tout au long de la situation pour vous le faire vivre. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé hier au soir. Je sors du congrès, je sors de l'atelier, de la plénière carte ou GPS. Je vais pour retourner à l'hôtel et je ne connais absolument pas Rennes, donc je me dis je vais faire simple, je n'ai pas ma carte papier, je vais mettre un GPS et donc je connecte mon téléphone. Je commence à partir, il pleut,
Je me déconcentre un petit peu, mon téléphone se bloque, impossible de faire mon code. Je verrouille, j'essaye de déverrouiller mon téléphone, impossible de faire mon code, pourtant je le connais, ça fait des années. Et là, je me perds dans Rennes, sous la pluie, il fait nuit, il fait froid, je suis fatiguée. Et j'ai une phase de stress de me dire, mais c'est pas possible, je suis en train de bloquer mon téléphone, comment je vais m'en sortir? Je peux pas appeler à l'aide parce que mon téléphone est bloqué. Et donc j'ai dû faire appel à tous les facteurs humains pour essayer un petit peu de me sortir de cette situation de crise. Premier facteur humain qui était la cause de l'événement quand même, c'est que j'étais très fatiguée. D'où le trou de mémoire, mais vraiment le blackout, vraiment plus aucun code. Ensuite, du coup, ça a été de me dire, je passe en mode compétences non techniques, ok, pas de problème, j'arrête de chercher le code, je continue de marcher, ça va m'aider à gérer mon stress, je fais un petit peu de cohérence cardiaque, tant pis si je fais quelques mètres de plus, je vais finir par retrouver mon code. Ça ne marche pas. Situation de crise, vous imaginez, hier il pleut, il y a du vent, le parapluie, il se fait que de s'envoler, c'était plutôt pas mal. Et puis, vu que ma cohérence cardiaque m'aide à retrouver mon calme et pas à trouver mon code de téléphone, je me dis, ok, aide cognitive, Crisis Resource Management, comment j'ai créé mon code, et donc j'utilise ma mémoire visuelle pour retrouver le code et ensuite le remémoriser. Et donc j'ai fini par retrouver le GPS de mon téléphone pour retrouver l'hôtel. Voilà un petit peu toutes les composantes des facteurs humains, et vous voyez, à la fois ça peut conduire à l'erreur, c'est-à-dire que je me suis perdue clairement, et à la fois grâce à ces facteurs humains, j'ai su trouver du coup des compétences pour pouvoir me sortir de cette situation. Je me suis amusée il y a quelques années quand j'ai commencé à essayer de faire un iceberg des facteurs humains, classés en fonction à la fois donc, des caractéristiques individuelles et à la fois des compétences non techniques en fonction de notre gradient de connaissance. Aujourd'hui, il n'est plus tout à fait exact, mais je vous le présente parce que ça explique pourquoi j'ai fait ce choix aujourd'hui. Au fond de l'iceberg, le plus profond, ce qu'on connaissait le moins à l'époque, quand moi j'ai commencé un petit peu sur les facteurs humains, c'était la prise de décision et la conscience de la situation et les biais cognitifs. C'est pas qu'on les connaissait pas, parce qu'il y a plein de scientifiques qui ont déjà travaillé dessus, c'est que dans le domaine de la santé, c'était vraiment quelque chose d'inconnu. Et donc, ça va être notre destination aujourd'hui. On va aller sur la prise de décision et les biais cognitifs pour notre destination. On va commencer par un petit jeu, et en simulation, parce qu'on a fait le lien avec la simulation, on dit souvent qu'on est des détectives cognitifs, qu'on aime bien essayer d'aller voir dans la boîte noire de nos apprenants. Et donc, je vais essayer d'aller voir dans votre boîte noire une prise de décision. Donc, je vais vous soumettre à une énigme, et je vais essayer d'aller deviner la décision qu'une personne va faire et voir la majorité du groupe va essayer de faire. Je vous montre 6 cartes. Pendant quelques secondes, je vous demande de les regarder, d'en choisir une, de vous focaliser sur une des cartes. Est-ce que c'est fait? Et je vais demander à la régie du coup de couper le diaporama, s'il vous plaît. Merci. Je vais demander un volontaire, il n'y a aucun risque. Ça va durer 2 secondes. Qui serait volontaire pour venir travailler avec moi? 2 secondes. Allez. Karine, si je ne me trompe, c'est ça. C'est parfait, c'est gentil. Alors, c'est pas truqué, promis, on n'a absolument pas répété le truc. Karine, es-tu contente d'avoir choisi une carte? Oui. Es-tu plutôt pair ou impair? Pair. Aimes-tu le noir ou le blanc? Le noir. Ok, je te remercie. Je te laisse te rasseoir, et donc je vais essayer de deviner la décision de Karine et la carte qu'elle a choisie en la supprimant du jeu. Et donc, je vais demander à la régie de mettre, avec ce que Karine m'a dit, du coup, plutôt la diapo numéro 10, s'il vous plaît. Et donc, Karine, je vais te demander de me dire si la carte que tu avais choisie a disparu. Merci. J'aimerais que dans le public, vous leviez la main si votre carte a disparu. Alors, soit je suis très forte, je ne crois pas. Soit vous avez tous pris la même carte, je ne crois pas non plus. Sur un plan stat, je pense qu'il y a des scientifiques ici qui me diraient que ça ne fonctionne pas. Bon, soit j'ai un petit peu joué avec votre cerveau et en fait j'ai changé toutes les cartes. Donc forcément, j'étais sûre que quoi que je décide, les cartes changeraient. Le message pédagogique de ce jeu, c'est quoi? C'est que l'erreur est la norme. C'est une des phrases d'Isabelle Simonetti, qui a écrit un excellent livre sur les neurosciences et la sécurité. Et c'est pour vous dire que votre cerveau, en fait, il passe son temps à vous tromper. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est consommateur d'énergie et son but, c'est d'essayer de consommer le moins possible d'énergie. Et donc, il doit agir vite
quitte à des fois prendre des décisions irrationnelles. Il doit donner du sens, donc des fois il va même se raconter des histoires, il lui manque des éléments, c'est pas grave, je vais quand même lier le truc et dire que c'est quand même crédible. Il va devoir mémoriser le strict nécessaire, et puis il va devoir filtrer le trop-plein d'informations, on en a parlé depuis hier, mais toutes les notifications, les choses comme ça qui viennent nous faire de la surcharge cognitive, il traite pour ne pas trop essayer de les gérer. Vous pourriez me dire que c'est moi qui vous ai trompé sur le jeu d'avant, mais en fait c'est votre cerveau qui vous a trompé. Parce que moi en soi, j'ai juste changé les diapos. Dans la première phase, vous avez dû choisir vite, parce que je ne vous ai pas laissé la diapo très souvent, et vous avez dû mémoriser le strict nécessaire, votre carte. Et dans la deuxième phase, vous avez dû faire un filtre trop d'informations, et surtout vous avez donné du sens à l'histoire que je vous racontais. J'étais en train de vous raconter que j'allais essayer de décrypter la carte que vous avez ciblée, et donc votre cerveau a reconstitué le reste. Quand on prend une décision, que ce soit en santé comme ailleurs, on a deux systèmes de fonctionnement cérébral. La première, c'est une boucle rapide. Quand je suis face à une question ou à une tâche complexe, je vais pouvoir utiliser des algorithmes qui sont simplifiés dans mon cerveau, qui reposent principalement sur mon système limbique, et donc notamment sur ma mémoire, sur mes émotions et sur mes apprentissages de base. Donc typiquement, j'ai appris l'alphabet, vous aussi, et donc on serait capable tous de le réciter par cœur. Et ce qui va me permettre du coup de prendre une décision de manière très rapide. La deuxième boucle que je vais avoir, c'est la boucle lente, où face à la même question, face à la même tâche complexe, potentiellement, je vais pouvoir utiliser un algorithme beaucoup plus complexe qui va lui reposer plutôt sur ma zone corticale et qui va me demander du coup de l'intelligence, de la créativité, de la rationalité et du coup de reposer sur toutes les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma vie. Donc il va falloir faire le tri. Vous imaginez bien, les deux ne sont pas forcément les mêmes. Et je vais vous proposer un petit jeu, parce que je ne voudrais pas que vous vous endormiez. Je vais vous demander de tous vous lever dans la salle, s'il vous plaît. Je vais vous demander de faire un exercice mental, parce que si on parle tous à voix haute, ça ne va pas fonctionner. Le premier qui a la solution, ce n'est pas compliqué ce que je demande, se rassied. Et je lui demanderai du coup de me donner la solution. Je vais vous demander du coup de me citer les 6 premiers mois de l'année, dans l'ordre chronologique, s'il vous plaît. Monsieur, je vous écoute. Normal. Merci. On reste tous debout, bien sûr, parce que je ne voudrais pas non plus... Voilà. Et maintenant, je vais vous demander de citer les 6 premiers mois de l'année, mais dans l'ordre alphabétique, s'il vous plaît. Les 6, pas les 12. Allez, monsieur. Nous avons un gagnant. Monsieur? Ah, pardon. J'ai cru. Madame, je vous écoute. Non. Personne ne s'est assis parce qu'il a trouvé la solution? Ah, je vous écoute. Tout là-haut, madame. Je vous écoute très fort. Allez-y. Oui. Vous pouvez... Presque. Allez, je vous l'accorde. Vous pouvez tous vous rasseoir et je vous remercie de votre participation. Ce qui s'est passé là, dans ces deux jeux, c'est que je vous ai fait tester vos deux systèmes de boucles rapides et boucles lentes. Le premier jeu, j'ai reposé du coup sur vos connaissances que vous avez appris depuis tout petit sur effectivement l'ordre chronologique des mois, et donc c'est notre système de boucle rapide qui va fonctionner. Alors sur le deuxième jeu, je vous demande de faire un effort cognitif. Certains ont même dû abandonner dans leur tête en se disant vas-y, elle nous demande un truc là, franchement à cette heure-là, j'ai pas envie de faire l'effort, et donc ont attendu qu'il y ait quelqu'un qui s'assied. C'est pour vous montrer un petit peu la différence entre nos deux boucles, la boucle rapide et la boucle lente. Et donc tout à l'heure, Nicolas parlait de Kahneman, qui a eu son prix Nobel sur ce livre excellent, justement où il pose ce système fondamental des modes de pensée, notamment qui explique ces deux systèmes de vitesse de pensée, entre le système 1 qui est notre système rapide, mais qui est inconscient, et donc est basé sur ma mémoire, mes automatismes. Alors il est génial parce qu'il me permet de faire plein de choses, mais par contre, il est source d'erreurs.
Et puis mon système 2 qui, lui, va être un système beaucoup plus lent, mais qui va être conscient, qui va me demander beaucoup d'énergie. Par contre, il a une grande richesse, c'est qu'il est adaptable, il est malléable, et en fonction des situations complexes, si je l'utilise, je peux me sortir de beaucoup de situations. Hier, on a fait le test de Stroop sur une des plénières, et souvent, on a un conflit entre notre système 1 et notre système 2, qu'on appelle un conflit cognitif. Et moi, je dis souvent que le système 2, c'est notre tour de contrôle, mais elle est un petit peu fainéante. Et donc, quand le système 1 il donne une réponse, souvent, le système 2 dit oui, oui. Et ça laisse passer. Mais du coup, ça laisse passer des erreurs. Donc, en fait, quand on fait des erreurs aussi bien à cause de notre système 1 que de notre système 2. En fait, les deux systèmes sont bons. Il ne faut pas croire qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. On a besoin des deux systèmes de pensée. Et à cause de ce fonctionnement cérébral, on en arrive aux biais cognitifs. Les biais cognitifs, alors je vous passe la grande définition, je vais vous donner la plus courte de Kahneman que j'aime beaucoup, qui est de dire qu'un biais cognitif, c'est une erreur systématique dont l'occurrence va être prévisible dans certaines circonstances. En fait, dans cette définition, vous avez les caractéristiques principales des biais, le fait que ce soit complètement inconscient, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, même en étant formé, éviter de tomber dans des biais cognitifs. Je peux essayer de les limiter, je peux essayer de les analyser mieux, mais par contre, je ne peux pas les éviter. Ils sont systématiques, c'est-à-dire que je suis capable de dire quel est l'écart de performance que je vais observer quand je tombe dans tel biais cognitif. Et puis, ils sont prévisibles, c'est-à-dire que je suis aussi capable de prédire dans quelles circonstances je vais les faire émerger. Typiquement, la fatigue, la mauvaise humeur, une joie extrême, des choses comme ça. Il y a des études qui montrent tout ça. En situation sanitaire exceptionnelle ou en situation exceptionnelle, d'ailleurs pas que sanitaire, quand je suis face à une tâche complexe, mon cerveau, il a du coup deux modes de raisonnement. Soit je me mets en mode « ok, je prends de l'énergie et donc je vais utiliser mon système 2, je vais me mettre en jugement raisonné ». Soit je vais me mettre en système plutôt économe d'énergie, donc plutôt le système 1. Et là, je vais utiliser deux choses. Soit mon expertise, soit des heuristiques qui sont en fait un système de substitution dans mon cerveau qui remplace les choses complexes en choses simples pour essayer de répondre beaucoup plus vite. Et je vais avoir du coup un jugement intuitif. Souvent on dit « ouais mais je l'ai senti, c'était mon sixième sens ». C'est un petit peu ça. Ce jugement intuitif, il a trois solutions. Soit je vais avoir une réponse adaptée, et dans ces cas-là, jackpot. Soit je vais faire une erreur ponctuelle. Cette fois-ci, j'ai fait une erreur, mais demain, je ne la referai pas sur un jugement intuitif similaire, et ça marchera. Okay. Soit je vais toujours faire l'erreur de la même manière quand j'ai ce jugement intuitif dans ces circonstances. Et donc, c'est ça le biais cognitif. Je vous donne deux exemples dans lesquels je repose sur mon expertise et sur une heuristique. Le premier exemple de l'expertise, c'est quand, par exemple, je vais être confrontée à une patiente aux urgences qui est complètement exsangue, qui a des paramètres vitaux qui sont strictement normaux, et que j'appelle le chirurgien pour lui dire « celle-ci, il faut la passer au bloc », et qui me dit « non mais attends Véronique, ta patiente, elle va parfaitement bien, elle est sur un plan hémodynamique, elle va bien ». Et où je lui dis « mais moi j'ai déjà commandé la transfusion massive et je te dis que je n'ai pas encore été au scan, mais celle-ci, tu vas la passer au bloc tout de suite ». L'avenir m'a donné raison, et c'était parce que j'avais eu l'expertise en pédiatrie de ces patients qui sont juste exsangues avant de tomber en état de choc hémodynamique. Et donc ça, c'est de l'expertise. Quand on a déjà été confronté à une situation, notre cerveau nous aide à remodeler du coup nos prises de décision. L'heuristique, on l'a tous vécu pendant le Covid. Quand on était face à des détresses respiratoires en période de Covid, la première année, vous pouviez être sûr que vous disiez que la détresse respiratoire, c'était du Covid. On est passé comme ça à côté de certaines pneumopathies bactériennes. On va faire un autre petit jeu. Je vais vous demander, du coup, sur un niveau de A à D, de me dire si vous êtes plutôt des dangers publics en tant que conducteur, ou plutôt des pilotes de très bonne qualité, pour ceux qui connaissent la moto genre Valentino Rossi. Qui est plutôt A? Levez la main. OK. Qui est plutôt B? OK. Qui est plutôt C? OK. Qui est plutôt D? OK. Il y a des timides aujourd'hui, j'ai l'impression. Vous imaginez bien, là, dans la salle, la majorité d'entre vous, vous m'avez tous répondu entre C et D. Statistiquement, ce n'est pas possible si on prend une distribution de loi normale. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un biais d'excès de confiance, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à surestimer en fait ses connaissances, ses compétences et sa capacité de raisonner. On en est victime tous les jours, et le lien que vous pouvez en faire, c'est quand on est formateur.
On va faire un dernier petit jeu. Vous avez 4 cartes avec des faces visibles et des faces invisibles, donc derrière chaque face. Donc le C, le E, le 1 et le 5. Je vous propose une règle qui peut être soit vraie, soit fausse. C'est que quand j'ai un C derrière, alors j'aurai forcément un 1. Et vous avez la possibilité de tourner 1 ou 2 cartes maximum pour me dire quelle est ma règle, enfin si ma règle est vraie ou fausse. Qui retourne le C? OK. Qui retourne le 1? OK. Qui retourne le C et le 1? OK. Qui retourne le E5? Personne. Ah, 2, pardon. Et qui retourne le C5? La personne. Une personne. OK. La majorité, du coup, vous m'avez répondu souvent plutôt C1. En fait, on est tous victimes là d'un biais de confirmation. C'est un test du coup qui a été créé il y a plusieurs années. En fait, vous n'avez que 2 possibilités pour vérifier la règle. Et souvent, on retourne les cartes qui vont nous permettre de dire oui. Et en fait, le but du jeu pour notre cerveau, ça va être d'aller contre cette nature et d'aller plutôt chercher les confirmations qui vont contredire la règle. Et donc, pour contredire la règle, la solution, c'est de choisir la carte C et la carte 5. Puisque si derrière le C, je n'ai pas de 1, ma règle est fausse. Si derrière le 5, je n'ai pas de C, ma règle est fausse. Et donc, avec ces 2 cartes, c'est là où j'ai le plus de chances de pouvoir trouver, du coup, ma règle. Et donc ça, c'est un biais de confirmation, c'est-à-dire que dans notre quotidien, on passe notre temps à en fait rechercher et privilégier toutes les informations qui vont nous permettre de confirmer notre hypothèse initiale. Alors en santé, en situation critique, vous imaginez, on passe notre temps à tomber dans ce biais cognitif. Alors j'aurais pu vous en faire plein, mais malheureusement, on est limité par le temps. Je vous refais une petite situation de prise en charge multivictime qu'on a analysée. Donc en préhospitalier, la patiente a été triée UR. Le médecin urgentiste a eu un état de choc hémorragique sur une plaie digestive pour lequel elle a fait un damage control médical et a passé le patient au bloc. Et le chirurgien a fait une chirurgie conventionnelle. Lorsqu'on analyse la prise en charge, on peut évoquer que l'urgentiste a eu un biais d'attention, c'est-à-dire qu'en contexte de système SSE, elle s'est mise en mode S2 parce qu'il fallait gérer plusieurs victimes à la fois. Et donc, il fallait être concentré, là, ça la sortait de son habitude. Et du coup, elle a oublié de faire des choses qu'en mode plutôt automatique, habituellement, elle fait, comme l'hexacyle qui fait partie des protocoles. Le chirurgien, lui, a été victime d'un biais de tunnelisation, puisque du coup, il a focalisé sur son intervention chirurgicale, mais il a oublié tout le contexte autour, et normalement, il aurait dû faire un damage control chirurgical. Et enfin, l'urgentiste qui a fait son tri préhospitalier, a posteriori, revient en disant « mais du coup, je me suis planté dans mon triage, ce n'était pas un tri UR ». En fait, non, probablement que c'était un tri UR, mais qu'il est victime d'un biais rétrospectif parce qu'à posteriori, on analyse les événements de manière un petit peu influencée par du coup, le présent. Voici un petit peu du coup un panel de biais cognitifs. Et je vous propose de finir du coup la session avec quelques outils. Le premier, c'est en situation exceptionnelle. Une chose qui marche bien, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, les crisis resource management. Globalement, il faut connaître notre environnement, appeler à l'aide, se répartir les tâches, communiquer efficacement, avoir un leader qui va avoir un leadership synergique, utiliser des aides cognitives et je vous laisse les découvrir parce qu'il y en a plusieurs, il y en a une dizaine et c'est des choses qui vont nous aider à sortir finalement de toute situation de crise. Un outil qui est hyper utile pour nous aider à prendre des décisions. Et en fait, il est utile parce qu'il nous permet de basculer en mode S1, S2 en permanence. C'est le ForDeck, je pense que vous le connaissez, sous le nom de ForDecide. Il est sorti aussi en français pour décider par l'HAS sur le no-go au bloc opératoire. Et donc, je vous laisserai découvrir, mais hop, pardon. J'ai fait un saut en arrière. Globalement, c'est je vais partir de mes faits. À chaque fait, je vais faire toutes les options possibles en équipe pour essayer d'avoir le plus d'options possibles. Pour chaque option, ensuite, je vais faire une balance bénéfice-risque. Et une fois que j'ai fait cette balance bénéfice-risque pour chaque option, je vais pouvoir prendre une décision que je vais exécuter et ensuite que je vais contrôler. Et en fait, cette bascule du mode S1, S2, forcément, limite les biais cognitifs.
Et enfin, le dernier outil, c'est les aides cognitives. Je vous présente la différence entre une do list et une checklist, avec ici une notice de meuble de montage. La do list, c'est de faire les choses dans l'ordre pour que votre meuble y ressemble à quelque chose et qu'il soit à peu près droit. La checklist, ça va être les items sécuritaires qui vont faire que votre meuble haut ne va pas vous tomber sur la tête et vous écraser. Dans les recommandations, que je vais vous présenter juste après, les experts suggèrent avec un accord fort que le fait d'utiliser des aides cognitives en situation de crise va permettre d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Ces recommandations, elles sont toutes récentes. Elles datent de 2022. Elles ont été coécrites par l'ASFAR et l'association Facteurs Humains en Santé, 19 experts, 21 recommandations sur 4 champs, la communication, l'organisation, la formation et l'environnement de travail que vous pouvez découvrir du coup sur les sites SFAR ou FHS. Et enfin, si vous souhaitez découvrir plus de choses sur les facteurs humains en santé, n'hésitez pas à rejoindre le site internet où vous avez pas mal d'outils, et notamment le colloque du 24 mai 2024 pour essayer de découvrir plus de choses. Et je ne lirai pas à la phrase, mais je laisse votre cerveau le découvrir. Merci beaucoup pour ce topo très dynamique qui en plus ça nous a aidé à prévenir nos thromboses veineuses profondes, en particulier celle de Karine qui s'est levée en permanence et qui a pu comme ça être très dynamique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cet exposé très dynamique et précis? S'il n'y en a pas, les gens qui se sont assis les premiers en réponse aux questions doivent en poser une. Depuis hier, on entend encore parler de compétences non techniques. Ça fait à peu près 4 ans que les Canadiens ont abandonné cette appellation, puisque en pratique de non techniques, elles sont toutes techniques. Il y a des techniques de communication, des techniques de gestion de stress, et donc je ne comprends pas bien pourquoi, alors qu'on est dans une actualisation, on utilise encore les compétences non techniques. Parce qu'il n'y a pas encore de mot français, une terminologie française pour remplacer ce terme. Compétences génériques, compétences transversales. Alors, les transversales, ça ne serait pas assez large pour avoir toutes les compétences non techniques. Le mot anglais, c'est soft skills, mais ça reste anglais et du coup, voilà, on aime plutôt... Comment ? Je ne suis pas sûre que tout le monde apprécie. Je pense qu'on n'a pas encore d'autres terminologies mieux que compétences non techniques. Par contre, je vous rejoins sur le fait que les compétences non techniques, derrière, il y a de la technique, il y a des compétences à acquérir, il y a une technique à acquérir. Et c'est pour ça qu'ils sont canadiens. Oui, mais ils sont quand même canadiens, Pierre. Est-ce qu'il y a une dernière question, s'il vous plaît, avant qu'on passe à la suite? Oui, Thierry Sécheresse, juste devant. Oui, mais merci pour ce brillant exposé. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quand on réfléchit un petit peu sur ces notions de, on va dire, facteurs humains en santé, et qu'on va rechercher les notions des articles de CRM de David Gaba, ça fait 30 ou 40 ans qu'on entend parler de ces choses-là. Donc est-ce que la problématique, ce n'est pas une problématique justement de formation? Et la question, c'est comment enseigner ces choses-là, parce que ça fait un certain temps qu'on en parle, y compris dans notre congrès, et que la question, c'est de se dire, pour revenir sur ce que disait mon voisin, est-ce qu'il ne faut pas les considérer comme des compétences techniques, entre guillemets, et les enseigner comme des compétences techniques, avec, comme ce que tu disais, des outils très précis, très pratiques. On connaît un certain nombre, mais vraiment de les enseigner de manière vraiment très factuelle, et non pas rester sur des généralités du style « il faut un leader », par exemple. C'est clairement notre volonté au niveau de FHS, c'est de pouvoir diffuser ça, formation initiale, formation continue, parce qu'effectivement, ça passe par la connaissance initiale, avec en plus des connaissances qui sont plutôt simples à acquérir, des outils qui sont assez simples à acquérir, à mettre en place. Et dans les recommandations, il y a toute une partie justement sur la formation où on suggère qu'effectivement, si on formait nos professionnels soignants en formation initiale, en formation continue, aux compétences non techniques, ça permettrait d'améliorer la qualité des soins et de changer les pratiques soignantes. La question derrière de savoir quel est l'objectif pédagogique, c'est-à-dire est-ce que l'objectif pédagogique, et c'est un objectif de connaissance, d'habileté, de skills ou d'attitude dans le sens psychosocial du terme, c'est-à-dire le jugement de valeur que je porte sur la chose. Il ne suffit pas de dire, et l'aviation est un bel exemple, il faut faire des débriefings, il faut faire des checklists. Un pilote fait systématiquement des checklists,
Les checklists dans le domaine de la santé, c'est plus variable, même si on sait qu'il faut les faire. Je pense qu'on est sur les deux, on est sur à la fois les connaissances, à la fois les comportements, et dans nos objectifs pédagogiques, il faut avoir des niveaux d'apprentissage, mais comme finalement les compétences techniques, où on va tabler au début les connaissances, et puis ensuite on monte crescendo sur les comportements pour des vrais changements de pratique. Mais avant, ça passe par une sensibilisation. Merci, et désolé pour merci beaucoup. S'il y avait d'autres questions.